Alors aujourd'hui, je vous prépare un épisode avec des papillons, avec des couronnes de fleurs, avec des cœurs, avec des licornes, avec des poneys, avec des... Vous êtes bien dans F1.4 et j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Julie Devarocquier. Bon, lui dites pas que j'ai fait une intro comme celle-là, sinon elle va me tuer. Je pense pas qu'elle va regarder l'épisode, donc c'est pas très grave en fait. Bonjour Julie. Bonjour Sébastien. Donc est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans le monde de la photo? Oui. Donc je m'appelle Julie, j'ai 24 ans, je fais de la photo depuis que j'ai 18 ans. J'ai commencé quand j'étais en prépa parce que j'avais besoin de respirer, c'est venu assez spontanément. Et de fil en aiguille, à force de faire mes petits trucs dans mon coin, j'ai fini par m'investir dans des projets de plus en plus professionnels jusqu'à passer pro en 2010. Et depuis, je alterne la photographie et la philosophie parce que je suis diplômée du CAPES depuis juillet dernier. Par rapport à ton travail, donc ton travail qui est intitulé Rivalité. On peut donner ce nom-là en général. Même si moi j'aime pas trop qu'on résume mon travail au rêve. C'est très réducteur, mais c'est au début quand on me demandait de décrire ce que je faisais, je savais pas trop comment l'expliquer. Et les gens me disaient oui, c'est un peu onirique, ça relève du rêve. Je disais oui, d'accord, c'est du rêve. Mais j'accepte ce terme que si on prend rêve dans un sens vraiment très large, c'est-à-dire tout ce qui relève vraiment de l'invisible, de l'esprit, de l'imagination et de l'inconscient en fait, dans un sens très large. Donc rêve au sens de vie intérieure. Et oui, donc c'est ça que j'explore dans mes photos. C'est vraiment la connexion entre vie intérieure et monde réel. C'est toute cette tension-là qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on arrive à vivre en étant d'abord une conscience, une intériorité, et en même temps en devant vivre dans un monde qui est matériel. Et donc c'est vraiment cette interaction-là que j'explore. Visuellement c'est simple, c'est des images qui sont poétiques, tout simplement. C'est des photos que tu as en tête, que tu veux exprimer une émotion. Enfin, quelle est ta démarche en fait quand tu crées tes photos? J'ai plusieurs modes de fonctionnement. La plupart du temps, j'ai une idée de photo qui me vient de manière très spontanée. Ça va être vraiment, je pense que je vois beaucoup de choses, ressens beaucoup de choses, et ça se mélange dans ma tête, dans mon inconscient, et après, pouf, ça fait une image. Et elles me viennent vraiment visuellement. Et c'est après les avoir créées, après les avoir retouchées, que je comprends d'où ça vient, que je comprends vraiment ce qu'elles veulent dire. Donc j'ai pas forcément une démarche où je vais me dire je vais parler de tel sujet, donc je vais faire une séance qui va avoir tel accessoire pour exprimer l'idée que je veux développer. Par contre, il m'arrive de me poser la question sur une série un peu à part, de me demander de m'arrêter un peu plus et de prévoir plus en amont ce que vont dire les photos, de réfléchir vraiment davantage en amont. J'essaye de faire ça de temps en temps. Et j'essaie de faire surtout si la série vraiment me tient à cœur, parce que sinon je me suis rendu compte que c'était plus de l'exercice que du plaisir, quoi. Ton travail est très basé sur des séries ou en gros c'est une photo par-ci par-là qui du coup va arriver dans une série Alors quand j'ai commencé la photo, c'était image après image, clairement, je savais même pas ce que c'était qu'une série. Assez rapidement, en fait, on m'a dit mais ça fait une série parce que c'est un univers, et je dis bon très bien, voilà, comme ça je me prends pas la tête, ça marche tout seul. Et c'est en découvrant en fait le milieu de la photo, en découvrant comment ça marchait, que j'ai compris ce que c'était vraiment qu'une série. Et moi je dirais que j'ai un univers qu'on peut appeler Rivalité si on veut, où là je fonctionne image par image et où je pense pas à la cohérence d'ensemble, elle s'est faite naturellement. Et à côté de ça, je fais des projets un peu différents, donc j'appelle ça des projets plus que des séries parce que ça va me prendre du temps, plusieurs mois, et ça va être beaucoup moins d'images. Enfin, ça dépend d'ailleurs. Mais ça, pour le coup, c'est à part, quoi. Les images sont pensées avant pour être faites ensemble. Et voilà, donc les projets à côté de mon univers. Et ça correspond à des périodes de ta vie? La première idée de série que j'ai eue, c'était je voulais faire des photos de jumeaux. Parce que ça m'a toujours intéressée, vraiment, ça me tenait à cœur, et c'était une évidence pour moi, du coup, quand j'ai commencé la photo, qu'un jour j'allais faire une série sur les jumeaux. Donc ça, du coup, je pensais le faire sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Il se trouve qu'on m'a dit « Ouais, ce serait bien que tu le présentes dans 2 mois à telle occasion. » Donc du coup, je l'ai fait en 2 mois. J'ai fait 40 portraits, à peu près partout en France. Et donc là, c'était très condensé sur une période de ma vie. Et sinon, les autres projets, du coup, ils m'ont pris un peu plus de temps. Je les ai un peu plus laissés vivre. Je fais parfois des pauses et voilà. Enfin, c'est vraiment un investissement différent que pour une photo de mon univers où ça va être hyper spontané, je vais avoir l'idée, je vais la faire dans l'heure, je vais la retoucher dans l'heure et je vais la poster 1 heure après. Là, pour les projets, ça mature. Donc si je comprends bien, en fait, tu as ton monde, en fait, les photos qui vont dans ton monde, ouais.
et des projets à côté. C'est ça, qui sont quand même reliés, c'est la même esthétique, c'est toujours moi qui l'ai fait, mais ils sont quand même à part. C'est difficile de les exposer ensemble. Déjà, en général, je choisis un format différent, j'essaye d'avoir une esthétique un peu différente, je me mets à chaque fois des challenges en plus pour les projets, je me dis c'est l'occasion de faire autre chose, de tester autre chose. Donc ils sont à côté, mais bon, ça reste le même univers, je change pas radicalement, je fais pas non plus du paysage en noir et blanc, quoi. Ça reste le même monde. À la base, je comprenais même pas pourquoi on me prenait la tête avec ça. C'est juste quand une photo suffit pas à dire tout ce que j'ai envie de dire. Et que je me dis, ouais, il en faudrait une deuxième pour continuer et une troisième parce qu'il y a plus à dire que ce que dit cette photo. Quand j'ai une idée qui me vient spontanément d'image, donc ce que je disais, c'est que je la vois assez clairement, mais je sais pas toujours ce qu'elle veut dire. Et c'est vraiment en avançant, et notamment pendant la période de la retouche, que je comprends, et ça m'est arrivé assez souvent de dire à des modèles, de leur expliquer la photo, mais pas de pouvoir leur expliquer ce qu'elle veut dire. Et je leur dis, bon, bah là, il y aura un train qui te foncera dessus, ça va faire sens. Là, pour l'instant, je sais pas quoi, mais ça va faire sens. Bon, j'ai de la chance, c'est des modèles qui me font confiance. Et en fait, l'exemple que j'aime bien citer quand je raconte ça, c'est une photo, donc je voulais un train qui se promène autour d'un personnage. Et au moment de retoucher la photo, il y avait une chanson qui passait, ça devait être une radio un peu vintage, qui disait « Le temps passe comme un train ». Je me suis dit, oui, mais c'est exactement ça. Ça m'a fait comprendre ma photo d'un coup. C'est oui, le train, en fait, finalement, c'est la vie qui passe, qu'on ne peut pas rattraper, qu'on ne peut pas arrêter. Et donc voilà, le personnage est impuissant au milieu, il voit la vie qui passe devant lui. Donc ça se passe un peu comme ça. J'ai pas à chaque fois une chanson qui tombe à pic, c'est quand même rare, mais j'ai besoin de temps, voilà, j'ai besoin de la faire, j'ai besoin de l'avoir devant les yeux, de l'avoir fini pour comprendre tout ce que j'y ai mis. Et les remarques que les autres me font sur mes photos peuvent m'aider à comprendre la symbolique quand ils me disent « Ah, moi j'y vois ça, moi j'y vois ça ». Je dis « Ah oui, c'est vrai, c'est peut-être ça aussi qui m'a inspirée ». Enfin, il y a vraiment plein d'inconscients et je laisse faire, quoi. Je me sens pas obligée de tout comprendre tout de suite. C'est des choses intérieures que tu veux exprimer. Est-ce que c'est des émotions que tu veux exprimer, des émotions que tu as ou que tu veux ressortir, ou c'est par exemple comme tu fais de la philosophie à côté, un raisonnement sur la vie, sur une vision de la vie que tu pourrais avoir Je pense qu'il y a un peu tout qui se mélange et qu'en plus j'ai eu des périodes. Au début j'exprimais des émotions, mais pas les miennes, j'essayais d'exprimer vraiment des émotions universelles et j'essayais de trouver des images qu'on aurait pu tous avoir en tête. J'essayais vraiment de toucher à l'universel et du coup, en ce sens, j'avais un côté très conte ou très mythe, c'est-à-dire tous ces textes qui visent à vraiment accéder à l'essentiel, quoi. Mais vraiment universel, c'est ce mot-là qui me dirigeait. Et quand on me demandait si je m'exprimais dans mes photos, je disais mais bien sûr, mais c'est pas ma tristesse qui est là, c'est la tristesse. Ça pourrait être la vôtre. Il s'agit pas de me montrer moi, sinon ça a aucun intérêt. Cependant, bien sûr, quand tu crées, tu mets de toi dans tes images. C'est obligé, il y a de moi dans mes images, mais c'est beaucoup plus profond que la volonté d'exprimer une émotion à un moment de ma vie. C'est très rare que je me dise tiens, là je ressens ça, je vais le mettre en photo parce que ça intéresse qui. Par contre, j'essaye de comprendre en quoi cette émotion, elle touche d'autres gens, comment d'autres personnes la ressentent, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça m'est arrivé très très rarement de faire des photos autobiographiques où vraiment la photo illustre un moment de ma vie. Je l'ai fait surtout une fois, et alors, elle est un peu violente, mais bon, elle a marché, hein. Mais c'est assez rare. La séance elle-même était très cathartique, quoi. C'était un moment où, disons, j'avais reçu des mots un peu douloureux et j'ai écrit tous ces mots sur un tableau. J'ai écrit de mémoire les mails, tous les mots que j'avais reçus, j'ai vraiment fait aucune censure. Et le fait de tout écrire, forcément, c'est très cathartique. Maintenant, est-ce que je me sentais mieux après la séance ? Pas spécialement, mais ça a fait du bien, forcément. Mais bon, on résout pas ces problèmes avec une photo. On aurait pu, hein. Ça m'a fait du bien quand même de me dire, ok, ça s'est fait. Ça m'a permis d'identifier un mal-être qui existait à l'époque. Mais bon, ça n'a pas suffi à tout résoudre, mais voilà. Mais ça dépend, vraiment ça dépend, quoi. J'ai pas de recette toute tracée, et tu me demandais aussi si je pouvais exprimer des concepts ou des raisonnements. Ça m'arrive un peu, ou du moins c'est forcément tellement présent dans ma tête que ça ressort à un moment donné, et notamment dans mes séries, ça m'aide à comprendre un peu. Quand je disais que je comprends pas forcément mes photos tout de suite, mes séries c'est pareil. Je vais avoir un petit moment avant de pouvoir comprendre pourquoi j'avais besoin de les faire. Pour les jumeaux, j'ai mis longtemps avant de comprendre que ce qui m'intéressait, c'était de m'interroger sur la notion de merveilleux et de la place qu'on laisse au merveilleux dans notre société. Parce que les jumeaux, c'est quelque chose qui nous étonne et qui étonne tout le monde. Et je me suis dit, waouh, la seule chose devant laquelle on s'étonne aujourd'hui, ça va être... vu qu'on essaie de tout rationaliser, tout expliquer,
quelle place on laisse au mystère, voilà. Et ça, j'ai compris ça quand j'ai fini ma série. On me demande souvent c'est quoi tes rapports entre philosophie et photographie. C'est très compliqué pour moi de répondre parce que la philosophie pour moi c'est d'abord écrire des dissertations en 3 parties, 3 sous-parties, c'est très rigoureux, c'est beaucoup plus proche des mathématiques que de la poésie. Alors que quand je suis en photographie, je me mets aucune barrière, à part celle de la composition, je suis très libre et je suis vraiment dans la poésie et il ne s'agit pas de... D'ailleurs, en philosophie, on répond à des questions. En photographie, je revendique de ne faire que poser les questions. Vraiment, j'apporte pas de réponse. Je dis voilà, ça fait problème, ça c'est une question, ça c'est étonnant. Mais je réponds pas à la question. Je montre le problème, j'essaie de susciter un étonnement, pas de convaincre quelqu'un. Donc c'est 2 démarches qui restent assez différentes. Maintenant, comme j'ai plein de lectures philosophiques dans la tête, de concepts, forcément, ils transparaissent dans mes photos. Mais c'est assez difficile d'illustrer un concept, d'illustrer de la logique en image, je trouve. Disons que la philosophie, elle va plutôt ressortir dans le discours que j'ai sur mes photos que dans mes photos elles-mêmes. C'est comme ton univers philosophique est très rigoureux, t'as peut-être besoin aussi de cette part de poésie et d'épanouissement du coup dans ça c'est possible. Surtout que comme je te le disais, c'est venu en prépa la photographie, donc en prépa théoriquement tu ne sors pas, tu ne fais que travailler. Et pour moi, la photographie, c'était vraiment... personne va me noter sur ce que je fais, personne va me dire c'est bien, c'est mal. Grande liberté. Donc oui, c'est peut-être effectivement l'autre côté de la balance, c'est le côté poétique de ma vie. Donc comment j'ai élaboré cette image ? Alors voilà, encore typiquement une image que j'ai comprise après. Sur le moment, c'était un moment de ma vie photographique où je me disais tout ce que je fais c'est tout pourri, c'est tout moche, bon. Et je me suis dit je vais arrêter de me prendre la tête et je vais juste me faire plaisir. Et j'ai eu cette idée-là, visuellement, donc dans ma tête, d'un personnage qui aurait la tête dans un aquarium et dont le corps, lui, serait en suspension. Donc je l'ai faite, je me suis dit, mais ce truc est complètement absurde. Oui, mais j'ai dit que j'arrêtais de me prendre la tête, donc je la fais. Donc je la fais, je mets mon aquarium, je mets la tête dedans, les voisins me regardent, ils rigolent très fort. Et donc voilà, je la fais. Techniquement... c'était un mini défi, c'était rigolo, j'avais besoin d'un petit challenge comme ça pour me motiver. Et en la retouchant, je me dis, bon, il faut quand même que je trouve du sens à cette image, parce que c'est bien joli de renifler un fond d'aquarium, mais il faut encore que ça aboutisse à quelque chose. Et en fait, c'était... ça illustrait finalement mon ressenti à l'époque, quoi. C'était que je me mettais la tête sous l'eau, mais moi-même, quoi. Alors qu'il suffit d'avancer. Et en fait, on dit souvent que le corps est le tombeau de l'âme, parce que l'esprit est libre, peut tout faire, est complètement libre, voilà, alors que le corps, lui, est pesant, est un frein à la liberté. Et moi, j'ai voulu montrer que c'était l'inverse, et que c'est l'esprit, avec ses doutes, avec ses angoisses, qui nous empêche d'avancer, quoi, qui est vraiment un frein. D'où là, le personnage qui se met la tête dans l'aquarium, donc qui s'auto-noie, alors que le corps, lui, est tout léger et demande qu'à faire un pas après l'autre. Mais théoriquement, mes photos se passent d'explications, parce que vu que moi, je les comprends après coup, c'est à chacun de les comprendre aussi après coup, tu vois, à se laisser habiter par l'image, et alors soit ça parle pas, mais quand on me dit moi j'y vois ça, je dis oui, très bien, ça y est, quoi, j'ai pas voulu le mettre, mais vous les voyez, et effectivement c'est légitime parce qu'il y a tel élément qui fait qu'on peut interpréter la photo en ce sens. Mais on peut se passer de mon explication, et en fait le titre que je donne à mes photos, c'est mon interprétation, c'est la façon dont moi je vois la photo, et c'est une piste de lecture, mais c'est pas, comme je dis, j'étonne, mais je dis pas, voilà, A plus B égale... Non, ça marche pas. 1 plus 1 égale 3. Donc pour réaliser cette photo, en fait c'est une technique, on dit de lévitation, c'est assez simple, je suis sur une chaise, et en fait le seul truc qui était compliqué avec cette photo, c'est que j'ai dû mélanger un peu les morceaux de mon corps, parce que si j'avais voulu avoir la pose directement, donc à savoir en suspension et la tête dans l'aquarium, je me serais noyée vraiment, parce que j'aurais pas pu me tenir, et donc je me serais effondrée et je serais morte, quoi, donc ça aurait pas été très sympa. Donc du coup j'ai fait les photos séparément, j'étais vraiment sur la chaise avec les jambes en l'air, avec ma souplesse légendaire, et du coup je me tenais la plupart du temps les bras au sol, et j'ai juste fait une photo où j'ai les jambes un peu plus basses, donc où je ne chute pas en avant, et où j'ai les bras en l'air. Donc en gros, sans bouger l'appareil, sans bouger le trépied, sans changer mes réglages, sans bouger la chaise, j'ai enchaîné les poses. Et après sur Photoshop, j'additionne toutes les images en ne faisant apparaître que la partie de l'image qui m'intéresse. Donc le bras de la photo numéro 1, la jambe de la photo numéro 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai la pose souhaitée. Et bien sûr, je choisis une photo où il n'y a pas la chaise pour effacer cette chaise.
Et du coup, la lumière, c'est de la lumière naturelle? Ouais, alors du coup j'ai rajouté les rayons parce que il me manquait quelque chose et que je voulais accentuer le côté abysse, côté aquatique, et je me suis dit quand on se représente les abysses, les fonds marins, on imagine toujours ces petits rayons qui se baladent. Donc du coup je les ai rajoutés. La robe et les rideaux à l'origine étaient rouges. J'ai dit non, cela sera bleu, et cela fut bleu, parce que je voulais accentuer le côté aquatique alors que le rouge appelle le feu. J'ai pas fait grand chose, j'ai un peu joué avec les courbes et finalement, vu que j'ai été pour une fois assez rigoureuse pendant la prise de vue, je me suis pas trop embêtée à détourer, donc je pense une heure à peu près. Je suppose, hein, honnêtement, je me chronomètre jamais, mais ouais, à peu près une heure je pense. Tu as la vision de la photo directement, où elle se construit l'ambiance, le mood, quoi, l'ambiance de la photo se construit sur Photoshop, hein. Alors ça dépend, parfois je sais vraiment exactement ce que je veux et je vais tout mettre en œuvre pour l'avoir. Et parfois je me rends compte que c'est pas aussi clair que ce que je pensais. C'est-à-dire quand j'essaie de l'expliquer à quelqu'un d'autre, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de zones de flou. Et ces zones de flou qu'effectivement je comble en retouche. Et notamment en retouche, il y a plein de hasards. Je vais tester un outil, je vais me dire ça peut effectivement apporter telle chose. Et donc je vais accepter cette part de hasard et je vais la laisser interagir. Enfin, je ferme pas complètement mes images, c'est assez rare que ce soit exactement comme ce que j'avais prévu. Mais ça arrive que vraiment, ça m'est arrivé vraiment d'avoir la photo, mais que tout soit évident. La prise de vue, la retouche et hop, très rapidement, j'arrive à ce que je voulais. Et c'est assez satisfaisant. Quelle est la retouche typique en fait que tu fais? Depuis la séance Bah alors la séance, je mets mon trépied, je vais devant. Ça dépend, si j'ai une modèle, je vais essayer d'obtenir ce que j'avais en tête et je vais laisser une marge de liberté un peu plus grande en me disant j'ai une modèle sous la main, je vais voir ce qu'elle peut m'apporter, je laisse un peu... encore une fois, je laisse la place au hasard, même si en général, vraiment, je sais exactement ce que je veux et je vais guider ma modèle jusqu'à obtenir ce que je veux. Si c'est un autoportrait, c'est pareil, sauf que je me laisse pas la marge de liberté en plus parce que c'est très laborieux et fastidieux de bouger à chaque fois pour aller vérifier les images, donc je fais juste ce que j'ai à faire. Après, pour la retouche, en général, j'ai vu pendant la prise de vue les photos que je voulais utiliser, puisque je regarde une photo par séance. Je garde ces photos, donc après pour le workflow de la retouche, c'est très simple, c'est je compile mon image, donc je mets tous les éléments que je veux voir apparaître. Je fais une retouche hyper grossière de traitement, de couleurs, voir ce que ça peut donner, ce qui va marcher, que je supprime, donc c'est juste pour me donner une idée de qu'est-ce qui va être possible. En général, j'utilise un preset. Et après, j'y vais de manière un peu plus fine en me disant, en sachant à peu près quelle ambiance je veux donner. Donc c'est d'abord montage, ensuite traitement, et puis c'est vraiment une succession d'ajustements infinis, quoi. Je vais bouger, je vais parfois toucher 1 millimètre de l'image, parce que je vais trouver qu'il sera mieux un peu plus sombre, un peu plus rouge, et plus je découvre Photoshop, et plus j'adore passer du temps en retouche. Donc la retouche, c'est le mal, mais moi j'adore ça. Depuis combien de temps tu utilises Photoshop, hein? Alors en fait au début j'utilisais GIMP, mais que j'utilise exactement de la même façon que Photoshop, et je suis passée à Photoshop parce que c'était plus rapide. C'est tout, à la base j'étais très bien sur GIMP. J'ai commencé, mais je sais même plus moi, ça doit faire 2 ans que je suis avec Photoshop. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Comment tu te considères sur Photoshop, ton niveau en fait J'en sais rien. Non, honnêtement, j'en découvre tous les jours. Il y a des choses que je maîtrise, il y a des choses que je sais toujours pas très bien faire, genre le détourage des cheveux, je n'y arriverai jamais, je pense. Hein, Du coup, c'est pour ça que mes modèles, ils ont les cheveux attachés, souvent. C'est plus simple à détourer. En plus, je dis ça, mais c'est faux. Maintenant, j'arrête pas de leur dire « bouge tes cheveux ». Et du coup, je pleure en retouche. Un peu pénible. Et comment tu t'es formée ? Alors au début c'était en tâtonnant juste, et après je me suis rendu compte que sur internet il y avait plein de choses, donc j'ai cherché un peu des tutos, mais c'était pas des tutos pour des tutos, c'était si j'avais un problème j'allais chercher la solution, et c'est que très récemment, genre depuis 6 mois, que je regarde un peu des vidéos de tutos plus élaborées parce que je trouve ça rigolo, que ça peut donner des idées, mais c'est vraiment devenu assez tardivement. Moi je regarde que Flurn notamment, et F1.4 depuis que je l'ai découvert, mais je dis même pas ça parce que je suis payée pour le dire, hein. C'est parce que je parlais de Flurn à un ami, il m'a dit mais c'est de l'anglais, c'est pénible, va donc voir F1.4, et donc depuis voilà, c'est un peu les deux que je regarde. Mais comment tu t'es formée à la photo ? Pour le coup c'était vraiment en tâtonnant, vraiment en me plantant. Au début j'avais plein d'idées et parfois ça marchait pas et je comprenais pas. Maintenant je sais pourquoi les choses ne marchent pas, c'était vraiment essai et erreur. Et bon, j'avais 2 amis autour de moi qui effectivement... Je me suis inscrite sur un forum aussi à un moment.
il y a eu cette période-là dans ma vie. Et où du coup, je suis arrivée, j'ai dit, ouais, regardez mes photos, qu'est-ce que vous en pensez? Et je m'en suis pris plein la gueule, c'était trop bien. Du coup, j'ai eu plein de critiques, mais très constructives, et ça m'a bien aidée à avancer. Quel forum? Il n'existe plus. D'accord. C'était un petit forum avec que des filles entre 16 et 24 ans, tu vois, donc c'était bien. C'était que... Tout ton côté très girly. C'était tout à fait, voilà, je me suis... Non, mais c'est vrai qu'il y avait un peu de tout dans ce forum, mais majoritairement des gens qui faisaient un peu ce style de photo. Donc ouais, c'était... Ça m'a quand même bien aidé, hein, vraiment. Hein. Je pense que le retour des autres notamment les critiques qu'on me faisait très souvent, c'était que c'était trop saturé, que c'était trop serré, mais des choses que j'aurais jamais vues. Parce que je savais même pas que c'était mal de trop serré, enfin mal entre guillemets. Donc ouais, le retour des autres est quand même d'un grand secours. Au niveau éclairage, je travaille exclusivement en lumière naturelle, parce que cette phrase a hyper bien marché au salon de la photo. J'ai un réflecteur dont je ne me sers pas et un flash dont je ne sais pas me servir. Voilà, c'est un peu ridicule de dire ça, mais je ne suis pas à l'aise avec l'éclairage artificiel, même si ça m'attire en fait. Hein, je sais pas du tout c'est plus... Je vais m'y mettre, quoi. On va dire ça. Non, voilà, je travaille en lumière naturelle, mais j'ai une photo faite avec un projecteur et une machine à fumer. C'est tout. Quoi? Est-ce que tu arrives à en vivre de la photo? Enfin, est-ce que ça te permet de vivre comme tu veux, tout ça? La photo me permet de vivre raisonnablement, mais comme j'enseigne pas encore cette année, mais comme je vais enseigner la philosophie, ça me permet quand même de trier entre les projets. Je ne me suis pas obligée de tout accepter pour en vivre, parce que j'ai ma base de revenus qui va être salaire de prof. Donc je sais pas si je vais enseigner toute ma vie, mais ça fait en tout cas une sécurité et une base qui fait qu'en photo, je suis pas obligée de tout faire. Et je suis pas en train de me demander est-ce que je vais tenir le mois d'après. Quelles sont les activités du coup que tu fais en photo professionnelle? Alors c'est très varié parce que du coup je me permets un peu d'accepter tout et n'importe quoi du moment que je sens que je peux le faire. Bon, alors un truc que je fais qui est à part, c'est les mariages. Ça n'a rien à voir avec tout le reste que je fais, mais je le fais de temps en temps parce que c'est mon côté reportage. Voilà, j'ai besoin de ça un peu. Je fais que des images très cadrées, machin, et je fais jamais d'instant sur le vif. Donc le mariage me permet de retrouver ça. Et j'aime bien. Sinon, je travaille pas mal avec des artistes, soit pour des pochettes d'albums, des couvertures Non, c'est la même chose. Des couvertures de livres, pas des couvertures de CD, d'illustrations pour des organismes culturels. Des théâtres, des opéras, ça m'en de plus en plus. Je fais de temps en temps des photos plus pub, mais ça c'est souvent de la session de droit. En fait, beaucoup de sessions de droit, on me demande d'utiliser des photos qui sont déjà faites pour promouvoir un produit ou autre. Et si c'est pas contre mon éthique, j'accepte. Je vends des tirages, je donne des conférences, je participe à des expositions. Je fais un film en ce moment, ça m'occupe beaucoup. J'écris des articles, j'écris des tutos, En fait, théoriquement, je fais un peu tout du moment que ça correspond à ce que je sais faire et à ce que je veux faire. C'est des choses que tu vas chercher ou qu'on vient tu démarches ou tu te fais démarcher? Alors, je démarche très très rarement. Parce que je sais pas faire, voilà, c'est connu, si les artistes savaient se vendre, c'est assez rare. Ça m'arrive d'envoyer, notamment à des galeries. Sur à peu près 100 mails envoyés à des galeries, tu reçois une réponse, qui en général est négative. Donc du coup, j'en vois beaucoup, mais en fait, je sais que j'ai un style de photo qui passera pas forcément, mais j'essaye quand même. Je me dis, c'est pas grave. J'ai démarché parfois les magazines pour l'illustration, 2 fois. Une fois, j'ai eu un retour et ils m'ont fait effectivement bosser, c'était Philosophie Magazine. Je fais de la philo et je fais des photos, vous voulez pas que je bosse pour vous? Et en fait, je sais pas si c'est lié, mais un mois après, donc ils m'ont demandé des photos. Sinon, je démarche plutôt pas. Bon, ma seule, démarche, c'est de communiquer assez régulièrement sur Internet, sur ce que je fais. Notamment pour les mariages, je rappelle régulièrement que je le fais parce que les gens oublient. J'essaye de mettre en avant mes photos et de montrer comment elles peuvent être utilisées. Et sinon, la manière dont je me bouge, c'est en participant à des concours. En fait, on a très peu qu'on gagne, forcément, il y a plein de participants, mais c'est une manière de montrer son travail à des professionnels. Et je pense que c'est toujours un plus, en fait, de montrer son travail, de savoir que telle personne l'a vu, telle personne sait qu'on existe. Donc voilà, c'est une des choses que je fais assez régulièrement. Tu participes à combien de concours à peu près dans l'année Ça dépend déjà, s'ils sont payants, ça ralentit, mais ils sont de plus en plus payants. Non, en fait, j'essaye de participer si ça correspond à un projet que j'ai fait, notamment surtout les projets un peu plus restreints que j'aime bien présenter parce qu'ils sont aboutis. Mais ça dépend du prix, ça dépend du jury. Parfois, le prix peut être pourri, mais le jury est intéressant. Donc je dis, j'ai envie que lui voit mon travail. Ça dépend, c'est au cas par cas.
beaucoup d'expos ont été faites grâce au concours, notamment l'expo à Arles. Jamais j'allais exposer à Arles, quoi, aux rencontres d'Arles, c'était via SFR. C'était très chouette. Ou une expo à Dubaï, ça non plus, j'aurais jamais pu. Enfin, je sais pas. Et puis, alors, ma toute première expo, c'était quand même via un concours. C'était au salon de la photo, c'était avec Compétences Photo. Merci Compétences Photo pour ça. C'était mon premier expo, quoi. C'était juste avant ma première expo solo, d'ailleurs. Donc c'était novembre 2010, quand je suis devenue pro. Il s'est passé plein de choses. Mais oui, non, les concours, c'est bien. On va parler un peu du coup de ta page, ça intéresse aussi pas mal, ça m'intéresse moi aussi. Quelle a été l'évolution, combien de temps, qu'est-ce qui a fait que... est-ce que tu as des astuces En fait, c'est pas né sur Facebook. Moi, j'avais beaucoup de gens qui me suivaient, à peu près 20 000, mais sur DeviantArt et Flickr, il devait y avoir pas mal de gens aussi. En fait, un peu partout. Et je me suis dit, bon, c'est un peu pénible de partager partout. Enfin, surtout, je ne pouvais pas partager les expositions, les nouvelles. Il n'y avait pas vraiment de lieu dédié, j'avais pas de newsletter. Et à cette époque-là, c'était plutôt mal vu de faire une page Facebook, en fait. Ça faisait prétentieux. Donc moi, j'ai dit, bon, alors le prenez pas mal, tout ça, mais vous voulez pas aller sur Facebook parce que vous seriez tous au même endroit et ce serait quand même vachement plus simple pour moi de partager les news. Donc j'ai créé cette page. Au début, il n'y avait pas beaucoup de monde, quoi, mais j'ai mis un peu partout que j'avais créé ma page. Donc, vu que j'étais déjà un peu sur Flickr, DeviantArt, machin, les gens ont fini par venir et en fait, je suis arrivée au bon endroit au bon moment. Il n'y avait pas encore beaucoup de monde, il y avait très peu de pages photos. Donc forcément, elle a tourné plus vite que d'autres. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'elle a bien marché aussi. Enfin, il y a pas vraiment... En fait, vraiment, je peux pas donner de secret ni rien parce que j'ai vraiment fait les choses comme j'ai envie de les faire, à savoir, je fais une photo, je la poste et c'est tout. Et il se passe quelque chose, une expo, je le dis et c'est tout. Et j'ai absolument pas cherché à avoir des gens. Je me suis dit, s'il y a 100 personnes, ça va, ce sera bien. J'ai commencé comme ça. Je me suis dit, bon, j'aurais pas l'air trop débile s'il y a 100 personnes. Voilà. Et il se trouve qu'il y en a un peu plus, mais c'était pas prévu et je le recherchais pas spécialement. Ça a pris une ampleur qui n'était pas prévue, mais ça l'a pris pour beaucoup de gens. En fait, c'est vraiment devenu une petite communication massive. Alors vraiment, quand j'ai commencé, il n'y avait personne, quoi. C'était le début de Facebook. Donc maintenant, on en est un peu dépendant. Je trouve que c'est un peu dangereux. Parce que le jour où Facebook nous embêtera, on sera bien embêtés. Et je pense que je vais mettre en place une newsletter et que ça sera vachement bien. Dans ta communication, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que ton site internet est totalement en anglais. Non. Mon site internet est bilingue. Ah ouais, en fait, ça dépend des pages. La page bio, il y a anglais-français. Sur mon livre, il y a anglais-français. Mais sinon, c'est essentiellement anglais. Pourquoi ? Parce que plus de 50% des visiteurs de mon site ne sont pas francophones. Je vois ça dans Google Analytics. Et donc, je fais simple. Maintenant, en fait, c'était aussi parce qu'au début, la majorité de mes clients étaient étrangers. Donc, je communiquais davantage en anglais. Maintenant, je suis passée à une majorité de clients français. Ça a changé récemment. Est-ce que tu t'es inscrite dans un mouvement où en gros tu as l'impression que le mouvement est venu après et qu'est-ce que tu penses en fait de ce mouvement, de toutes ces personnes et surtout de toutes ces filles qui refont un peu, surtout la lévitation et tout ça, qui font un peu la même chose Je pense que j'étais dans... En fait, quand j'ai commencé la photo, j'ai tout testé. Et je me suis très vite rendu compte que j'aimais bien les mises en scène. Et j'ai donc fait ça, mais sans aucune culture de ce qui se faisait autour. Donc j'avais mon style avant de découvrir ce qui se passait autour. Quand j'ai découvert ce qui se passait autour, je me suis dit, oh, je ne suis pas marginale, il y a d'autres gens qui font la même chose. Mais à l'époque, c'était quand même encore restreint, quoi. Et c'était... je me sentais pas perdue, une goutte d'eau au milieu de l'océan. Et maintenant, j'ai vraiment cette sensation-là. Et c'est un peu perturbant, en fait, de voir que finalement, n'importe qui peut faire la même chose que ce qu'on fait, alors qu'à la base, pour moi, c'était vraiment... ça sortait de mon cœur, quoi. Je n'ai pas cherché à faire quelque chose à la mode, j'ai juste fait spontanément, instinctivement, ce qui sortait de moi. Et donc, quand je vois que maintenant, c'est un truc à la mode, c'est hyper déstabilisant. Ça veut dire que quelque chose qui, pour moi, est intime et nécessaire, est pour d'autres juste je sais pas, une façon de se faire de l'argent ou autre. Donc, ça m'a un peu freinée à un moment. Je me suis dit... D'ailleurs, je me dis, bon, la seule chose à faire, c'est d'essayer de se distinguer, d'essayer... En fait, la seule chose difficile, c'est j'ai envie de me distinguer, mais j'ai pas envie de me mentir à moi-même. Et ce que je suis, c'est ce que je fais, et c'est ce genre de photos. Donc je suis un peu prise dans cette tension entre j'ai pas envie de faire comme tout le monde parce que ça ne sert absolument personne, et de l'autre, mais c'est un peu me mentir à moi-même quand j'essaye de faire autre chose. Donc j'essaye de trouver une manière d'évoluer, c'est pour ça que je fais des projets à côté aussi. C'est des projets parce que les séries plus restreintes, personne ne peut vous les voler, parce que vous les avez pensées en amont, parce que c'est plus restreint, et parce qu'il y a un discours qui leur colle et que personne d'autre peut avoir. C'est pour ça que c'est bien les séries. Et j'essaye de fonctionner du coup de ces deux façons, de ne pas perdre ce qui sort de moi, ce qui sort de mes tripes, même si il se trouve qu'en ce moment c'est à la mode. Je le fais parce que c'est moi.
Et de l'autre côté, j'essaye de faire des séries qui sont parfois des échecs, qui sont, voilà, mais en tout cas des défis pour essayer de faire autre chose, d'aller dans d'autres directions. Quel conseil tu pourrais donner à des gens qui n'ont du coup pas envie forcément de faire comme toi, enfin c'est pas forcément l'idée, mais pour pouvoir faire des mises en scène et... Je sais pas si j'ai vraiment des conseils, à part si la mise en scène est compliquée, n'hésitez pas à faire des petits schémas avant pour voir si ça va être faisable dans une certaine mesure, parce que parfois on a plein d'idées et on se rend compte que c'est infaisable. Et ne serait-ce que faire un schéma, c'est se rendre compte que dans notre tête, la perspective elle allait bien et tout, mais qu'en fait non, ça ne marche pas, on ne peut pas mettre une personne au-dessus de l'autre. Enfin, voilà, il faut pas, voilà, n'oublions pas que dans notre tête tout est clair, mais que dans le monde c'est un peu plus compliqué. Ne pas avoir peur du ridicule. Voilà, moi je fais beaucoup d'autoportraits en extérieur. Ça m'arrive très souvent de me faire aborder par les gens qui me demandent ce que je fais. Une fois il y a un vieux monsieur qui me dit mais vous faites quoi? Je dis bah une photo. Ah bon? Ah bah je voyais courir, moi j'ai cru que vous faisiez du sport. Et c'était trop mignon. Donc non, je ne faisais pas de jogging, mais je courais devant l'appareil pour avoir une pose dynamique. Donc ne pas avoir peur du ridicule. Et je sais pas... Enfin, j'ai pas vraiment de conseils, moi j'ai toujours fait les choses à l'instinct, donc ne pas... essayer plutôt de comprendre ses erreurs en fait. Comprendre pourquoi ça marche pas, alors dans notre tête ça marchait bien. Je pense que c'est ça qui fait avancer, c'est de comprendre que c'était un problème de lumière, c'était juste que dans notre tête la perspective marchait, mais que dans la vraie vie ça ne marche pas. Essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pour que ça fonctionne la fois d'après. Pour finir, est-ce que tu peux donner les liens sur lesquels les endroits où on peut te retrouver, ton activité? Alors globalement, si on tape mon nom sur Google, on va tomber sur mon site, juliedeverroquier.com, et sur ma page Facebook. Et c'est... En fait, ma page Facebook fonctionne un peu comme un flux d'actu, quoi, comme pour beaucoup de gens. C'est là que je vais mettre la plupart des choses. Et sur mon site, sinon je les mets aussi. C'est juste que les gens n'ont pas le réflexe d'y aller pour forcément voir les actus, mais elles y sont normalement. Il y a une catégorie expo, il y a les images, il y a à peu près tout. Voilà. Est-ce que tu as des actus, des expos, tu as ton livre Oui, j'ai mon livre. Regardez comme il est beau. Il est beau. Là. Non, en fait, la vraie actu autour de ce livre, c'est qu'il est en train d'être adapté en film avec un réalisateur, je fais pas ça toute seule, réalisateur très talentueux et très généreux qui s'appelle Damien Steck, qui a donné beaucoup de son temps pour mettre en vidéo mon univers photo. Donc on y est depuis un petit moment, on espère qu'il sera fini fin janvier, et on y met à peu près tout notre cœur. Ok, si t'as quelque chose d'autre à dire aux spectateurs de F1 4, c'est un truc qui devient comme ça. C'est un tétard, il croyait qu'il était tôt, mais en fait il était tard. C'est très drôle, il faut rire. Voilà. Merci à Julie pour cette interview. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici sur le bouton abonnez-vous, à liker si vous avez aimé, à pas liker si vous n'avez pas aimé, de partager l'émission. Allez, à la semaine prochaine. Entre-temps, faites des photos, amusez-vous et au revoir.
Bon, on recommence où là, tout début? Ouais, sur ta présentation. Ok, donc je m'appelle Julie, j'ai 18 ans. Ah Et je putain, fais de la photo ça va depuis être... je fais la 24 ans. photo. Donc, je suis désolée. Et tu reçois des coups de téléphone. C'est ça. Il faut décrocher, c'est beaucoup plus professionnel, mais j'ai pas très envie. On me dit souvent ça, une fois que j'en ai parlé, c'est en fait, c'est pas complètement con. A plus A égale C? Non, A plus, je sais pas. C'est stress aussi pour moi. Parce que du coup, j'essaye de trouver des questions qui soient pas trop connes. Mais il n'y a jamais de questions connes, parce qu'on est toujours aux élèves. Il y a des réponses quand même. Ouais. 4 plus 4. 8. Tiens. Oui, il faut pas dire que je fais une nouille. Enfin, quelle idée quoi. Plusieurs... Encore. Oui, alors il fait ça très souvent, voilà. D'accord. Mais bon, en même temps, peut-être si je décrochais, ça irait mieux. Mais... Oui. Donc ça paraîtrait un peu, on dirait un peu que j'ai fumé, mais c'est vraiment comme ça. Je peux pas vraiment dire d'où viennent mes images. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Je peux plus. J'ai tout été à C'est l'état. l'appareil photo. C'est ça, il me reste un appareil qui peut pas déclencher au moment des bisous des mailles. Du coup, au niveau... Je sais pas, effectivement, on m'a fait le reproche quelques fois, mais je me dis que les Français ont qu'à faire l'effort de parler anglais. Voilà. Mais non, parce qu'ils iraient voir Fleur, on n'est pas iPhone 4. Ah oui, pardon. Non, l'anglais c'est très très mal. Celle-là, ça va être très rapide. C'est je voulais faire une grosseur là. J'aime ça de plus en plus. Bon. Si, ouais, juste si tu peux dire que tu travailles toujours en lumière naturelle. Ouais. Je travaille toujours. Un jour, on va se disputer, tu vas mettre ça en ligne et je vais... Il a parcouru les coins les plus difficiles du monde, gravi les pics les plus hauts de la cordillère des Andes, défié les volcans imprononçables d'Islande. F1.4 a aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir celui qu'on surnomme le Chuck Norris de la photo de paysage. J'ai bien surnommé... Alexandre Deschaux.